Le danger principal avec la géoingénierie, ce n'est pas de voir advenir des grandes machines, voilà, ça ne marchera pas, mais c'est de faire croire aux décideurs politiques que la technologie va potentiellement nous sauver. Pierre Gilbert, vous avez fait de la prospective climatique pour le ministère des Armées. Par ailleurs, vous êtes l'ancien directeur de la rubrique écologie dans le média politique Le Vent se lève. Et avec Gaël Giraud, chercheur au CNRS, aujourd'hui vous sortez ce livre Géomimétisme, réguler le changement climatique grâce à la nature. Tout d'abord, la question qu'on se demande, c'est pourquoi géomimétisme? Qu'est-ce que ça veut dire? C'est un nouveau mot. Donc je comprends la question, c'est la contraction entre géoingénierie, donc le fait d'avoir un impact global sur le climat grâce à la technique, et biomimétisme. C'est l'idée de reproduire la nature dans nos procédés. Donc le géomimétisme, c'est l'idée d'utiliser la nature pour absorber un maximum de CO2. C'est l'idée de protéger, renforcer et reproduire ce qu'on appelle les puits naturels de carbone. Alors les puits naturels de carbone, c'est les forêts, hein. On pense spontanément aux arbres, c'est aussi les zones humides, c'est aussi les sols agricoles, hein, quand on fait de l'agroécologie, c'est aussi le permafrost, c'est aussi l'écologie marine. Et donc ces milieux-là qui m'ont particulièrement intéressé dans le livre, et l'idée c'était vraiment de voir quel est le potentiel climatique de la nature vis-à-vis de nos objectifs climatiques. Oui, parce qu'au niveau des objectifs climatiques, il existe plusieurs solutions. On parle de réduire la production de carbone avec la décroissance. On parle aussi de géo-ingénierie. Vous, en fait, le géomimétisme, c'est quoi? C'est une alternative à la géo-ingénierie ou ça peut s'articuler avec? C'est vrai qu'on est mal parti vis-à-vis de nos objectifs. Idéalement, il faudrait qu'on reste à plus 1,5 degré depuis l'ère pré-industrielle, en 2100. Là, on est plutôt sur une trajectoire de plus 5, voire 6 mécanismes d'emballement, plus 6, enfin bref. Du coup, il va falloir faire beaucoup de choses pour rester sur cette trajectoire-là. Il va falloir qu'on diminue nos émissions de gaz à effet de serre par 2 tous les 10 ans, grosso modo, qu'on suive cette courbe-là, et qu'en 2050, l'humanité soit neutre en termes de carbone. Donc, le principal levier qu'on a, c'est la réduction des émissions. Donc, c'est arrêter de brûler du charbon, du pétrole, du gaz. Ça, c'est 70% de nos émissions, c'est le levier principal. Ensuite, on a les autres 30%. Et ces émissions-là, elles proviennent de ce qu'on appelle le changement d'affectation des sols. C'est-à-dire simplement quand on coupe des forêts pour urbaniser, ou voilà, on émet du CO2 qui était contenu dans les sols, dans les arbres, on l'émet directement dans l'atmosphère. Et donc l'idée du géomimétisme, c'est de protéger ces puits naturels de carbone, et de les renforcer, même de les reproduire pour absorber encore davantage. Mais ça se fait évidemment en parallèle d'une réduction massive des émissions. On est dans un contexte d'urgence où il faut tout faire en même temps. Et là, on a des gens qui viennent nous parler de géoingénierie, c'est-à-dire d'absorber du CO2 avec des machines. Et quand on creuse un peu, on se rend compte qu'effectivement, déjà, les technologies ne fonctionnent pas. Alors, on nous parle de grands filtres dans lesquels on ferait passer de l'air ambiant, donc à grand renfort d'énergie, un gros ventilateur, voilà. Ensuite, une fois que le filtre est chargé en CO2, on le chauffe, on comprime le CO2, on l'envoie dans des couches géologiques profondes, donc encore beaucoup d'énergie, et puis on espère que ces couches-là, elles ne vont pas se fissurer parce qu'il y a un tremblement de terre et donc que tout repartirait directement dans l'atmosphère. Bref, ces technologies, à l'heure actuelle, elles n'ont jamais été testées à grande échelle, c'est une chimère. Alors, pourquoi est-ce qu'on en parle autant? Eh bien parce qu'il y a des lobbies qui s'organisent pour pousser la thématique, y compris dans la littérature scientifique, une stratégie de lobbying classique. Et quand on creuse encore un peu et qu'on regarde qui finance ces études-là, qui a derrière ce lobby, eh bien en fait on se rend compte que c'est les mêmes que ceux qui finançaient le climato-scepticisme aux États-Unis il y a 20 ans. En gros, des grands pétroliers, puis quelques personnes un peu pivots. Et donc, ce qui plaide pour dire que le danger principal avec la géoingénierie, ce n'est pas de voir advenir des grandes machines, voilà, ça ne marchera pas, mais c'est de faire croire aux décideurs politiques que la technologie va potentiellement nous sauver. Et donc, on peut être un peu plus tranquille sur tous les efforts qu'on doit conduire maintenant. Concrètement, en fait, il y a d'un côté la géoingénierie avec des procédés qui pourraient produire et nécessiter encore plus d'énergie et donc finalement polluer plus. Et il y a de l'autre côté le géomimétisme qui vise par exemple à quoi? Faire des forêts avec une densité très différente d'arbres. Le géomimétisme, c'est l'idée de reproduire des écosystèmes complexes, donc durables, contrairement à ce qu'on observe dans certaines parties du monde, c'est-à-dire qu'on reforeste avec des monocultures d'arbres. On fait de la sylviculture. On ne plante qu'une seule espèce d'arbre
et du coup on crée des déserts biologiques, on assèche les sols et tout. Donc ça c'est un des axes du géomimétisme, mais c'est un gros levier. On estime qu'on pourrait peut-être absorber 20% de nos émissions comme ça si on replantait des forêts à très très grande échelle. On a aussi l'agroécologie. Si on arrête de labourer, si on pratique des couverts végétaux, de l'agroforesterie, voilà, on peut peut-être absorber 10% de nos émissions dans les sols agricoles tout en produisant de la nourriture de meilleure qualité. La nourriture de meilleure qualité, est-ce que dans le géomimétisme, on peut aussi évoquer par exemple les évolutions de régime alimentaire avec peut-être moins de production carnée et plus de protéines végétales face au poids de ces productions au niveau carbone? En matière d'agriculture, on se rend compte que l'élevage a été complètement dissocié du reste des productions végétales. Maintenant, on fait de l'élevage industriel. Donc les bêtes, elles sont parquées dans d'immenses usines et on a d'immenses champs à côté qui produisent des céréales dont 70% vont directement alimenter le bétail d'ailleurs, pour un rendement énergétique qui est très faible, hein, parce qu'il faut 20 calories végétales pour produire 1 calorie animale. Donc bon, grosso modo, si on diminuait notre consommation de viande, on la divisait par 2 ou par 3, eh bien on dégagerait beaucoup de surface agricole pour autre chose. Et notamment peut-être reforester, faire de l'agriculture peut-être un peu moins intensive, mais capable de capter du CO2. Donc finalement, ça fait un petit peu écho aux questions aujourd'hui de libre-échange, d'échanges internationaux qui peuvent avoir un impact écologique terrible. Comment on articule aujourd'hui cette idée de géomimétisme avec les politiques, qu'elles soient nationales ou supranationales? C'est une excellente question, puisqu'on se rend compte que l'Union européenne, par exemple, importe massivement d'Amérique latine de la viande et des céréales pour nourrir le bétail, qui sont source de déforestation. 90% de la déforestation en Amazonie, c'est directement ou indirectement la production de viande. Donc, on a un poids, on a un levier là-dessus sur notre consommation et donc sur nos politiques commerciales. Et dans ce livre, à la fin de chaque chapitre, je m'attarde sur des propositions de politique publique justement pour aller dans le bon sens. Là, typiquement, il faut arrêter ces importations-là. Donc, il faut relancer des filières aussi de production de protéagineux, d'oléagineux, donc végétaux en France, pour nourrir nos propres animaux. Évidemment, il faut en nourrir moins, donc là, on diminuerait les besoins globaux. Mais effectivement, on a l'arme commerciale, l'arme tarifaire. Mais on a aussi beaucoup d'autres leviers. Je dis souvent, mais la France, c'est 1% des émissions de gaz à effet de serre, mais c'est le 3e réseau diplomatique au monde. Donc on a de fait un rôle particulier à jouer sur tous les fronts, que ce soit dans nos accords commerciaux. Je prends un autre exemple, mais il se trouve que la France a vendu des Rafales à l'Indonésie en échange d'une augmentation des quotas d'importation d'huile de palme. Donc avec cette huile de palme, on va faire des biocarburants. Sauf qu'en Indonésie, l'huile de palme, c'est la première source de déforestation, donc d'émissions de CO2. Si on inverse la logique, c'est-à-dire qu'on conditionne nos exportations à on vous achète ça, mais vous protégez votre nature, là voilà, on change la logique et on peut, même très loin sur le globe, avoir des effets positifs. Mais ça nécessite une vraie volonté publique. Est-ce que même avec toute la volonté politique du monde, la situation n'est pas déjà un petit peu condamnée? Pour moi, c'est pas une question, dans le sens où je pense qu'il est trop tard pour être pessimiste et qu'il faut faire tout ce qu'on peut pour du moins limiter l'ampleur des dégâts. Les tendances sont effectivement froides dans le dos. Par contre, moi je suis convaincu qu'on a des leviers conséquents. Le problème, c'est qu'on depuis 40 ans maintenant, on a été déshabitué à avoir une puissance publique capable de planifier une transition, quelle qu'elle soit. Donc on se dit, on voit les chiffres, on se dit, comment faire? C'est pas possible. Par quel prisme on prend le problème? Est-ce que les entreprises vont passer à des modèles vertueux? Mais ça va prendre 30 ans. Est-ce que les consommateurs vont changer leurs habitudes? Mais là aussi, ça va prendre 50 ans. Puis les gens n'ont pas forcément les moyens et le temps de cerveau disponible aussi pour s'intéresser à tout ça. Donc il faut réinvestir la puissance publique. Et donc pour répondre à votre question, en fait, si on est capable d'opérer une transition énergétique, de s'imposer des normes aussi pour interdire le charbon à terme, le pétrole, le gaz, et qu'on fait du géomimétisme à grande échelle, qu'on replante des forêts, voilà, eh bien je ne vois pas pourquoi on ne relèverait pas le défi de maintenir une atmosphère vivable. D'accord, donc là en fait, en plus de répondre à ma question, vous répondez un petit peu à Bruno Le Maire en disant que le capitalisme vert n'existe pas, il faut une forme de planification, il faut que ça vienne de la puissance publique et qu'on ne peut pas tout attendre finalement des entreprises.
Chacun a son rôle à jouer. Les entreprises, elles ont leur rôle à jouer. Il n'y a pas besoin de les nationaliser, dans le sens, c'est pas cette planification qu'on entend. En France, il y a 40 ans, on avait une puissance publique qui savait diriger ces entreprises pour le bien commun. C'est l'héritage du gaullisme, de la planification à la française, et ça va très bien. L'idée, c'est à la fois de permettre et de contraindre les acteurs. Parce qu'aujourd'hui, une entreprise française qui veut changer son business model pour être neutre sur le plan climatique, voilà, qui a des gros investissements à faire pour changer ses machines, pour produire, je sais pas, du béton bas carbone ou des constructions neutres, en fait, elle va devoir investir énormément. Et donc, si elle n'est pas protégée par un État qui conduirait une politique protectionniste, en fait, elle ne pourra pas concurrencer des entreprises étrangères qui ne font pas ces efforts-là et donc qui ont des coûts beaucoup moindres. Est-ce que vous êtes optimiste? Quel est le but fondamental de cet ouvrage? Il s'adresse à des gens comme vous et moi ou finalement aux experts de l'Élysée et des plus hauts ministères? Cet ouvrage s'adresse à tout le monde, grand public comme décideur. J'ai essayé d'expliquer simplement comment fonctionne le cycle du carbone, le cycle de l'eau, les grands milieux, les forêts, enfin voilà. L'idée, c'est vraiment d'apporter de la connaissance sur ces sujets-là, comment le climat interagit, et effectivement de proposer des pistes concrètes de politique publique. Donc pour être à la hauteur, il faut qu'elle soit à la fois ambitieuse et réaliste. Et moi, mon optimisme, personnellement, il vient plus de la croyance en la possibilité d'un grand changement politique, à travers une élection présidentielle par exemple, que de se dire que un gouvernement néolibéral sous la pression populaire ou quoi va changer. Ça, j'y crois pas du tout. Mais je crois fondamentalement en la capacité du peuple, notamment du peuple français, qui est un peuple fondamentalement politique, révolutionnaire et universaliste, d'impulser, pourquoi pas, un nouvel élan mondial qui permettrait d'affronter de manière ambitieuse le changement climatique. Vous êtes donc optimiste par la volonté, Pierre Gilbert. Absolument. Merci beaucoup pour cet entretien. Que votre livre Géomimétisme, réguler le changement climatique grâce à la nature, préfacé par Gaël Giraud, est disponible dans toutes les bonnes librairies. Et quant à moi, je vous dis à très vite.